Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène à Lyon pour découvrir le Ziboulab. Cette association vise l'inclusion des personnes en situation de handicap, porteuses de troubles du neurodéveloppement, dits sévères. Ce dispositif prend la forme d'un lieu multi-activités alliant café, petite restauration, boutique de produits artisanaux handi-fabriqués, galerie d'art brut. Le Ziboulab emploie des adultes porteurs de TND, troubles du neurodéveloppement, sur des temps de travail adaptés, des tâches aménagées, des missions courtes. L'objectif global du Ziboulab est d'œuvrer à la déstigmatisation des personnes en situation de handicap en favorisant leur inclusion et leurs échanges avec la population. Nous vous invitons à écouter le témoignage de Zelda Prost et de Cassandre Talbotier, neuropsychologue et cofondatrice du projet. En termes de durée, à partir de l'idée jusqu'à maintenant, il s'est passé combien de temps ? Alors, l'idée elle est là depuis un petit moment parce que c'est quand même de base quelque chose sur lequel on rêve avec Elodie depuis quand même très longtemps. Puis je vous dis, moi il y a aussi tout ce qui vient de mon frère et puis chacun un peu ses aspirations perso. Après on a commencé vraiment à concrétiser les choses en fait. À un moment donné, au moment où on a posé les statuts de l'association, donc c'était en avril 2021. On a fait le premier événement éphémère en juillet 2021 et on a été accompagné par Alter Incube de octobre 2021 à mars 2023. Donc on peut dire que ça a commencé vraiment sérieusement avec Alter Incube, c'est là où on a quand même mis les choses en forme de manière plus concrète. Et puis c'est aussi à ce moment-là que moi j'ai quitté un demi-temps pour consacrer vraiment du temps au développement du projet. Donc on peut dire que ça fait une grosse année et demie, du coup, qu'on est vraiment passé à l'action. D'accord, ok. Et alors dans toute cette réalisation, donc, vous avez besoin de partenaires. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu de vos partenaires sur ce projet ? Alors, on a des partenaires à plusieurs niveaux, effectivement. Donc, un de nos partenaires privilégiés, c'est effectivement iMind, donc, qui est un centre d'excellence pour les troubles du neurodéveloppement et notamment le trouble du spectre autistique, qui est coporté par le professeur Demi et Angela Sirigu. Et donc, le professeur Demi, qui est également la chef de pôle du pôle ADIS dans lequel on s'est rencontrés. Et donc... iMind, donc, qui est en fait un centre d'excellence dont le but est vraiment là aussi de faire évoluer les regards et les connaissances sur les troubles du neurodéveloppement, à la fois en favorisant certaines pratiques cliniques, certaines pratiques de recherche, mais aussi des initiatives comme la nôtre. Donc en fait, c'était finalement assez naturellement en travaillant dans le service qui porte iMind que du coup on a commencé à travailler ensemble et du coup ils sont vraiment un soutien important et c'est vraiment une façon aussi un petit peu de donner du crédit clinique et scientifique à notre démarche. Ça c'est vraiment un de nos gros partenaires qui nous permet aussi d'être plus visibles, qui nous a offert la possibilité de communiquer lors de leur dernier congrès pour présenter le Ziboulab, qui nous fait aussi également des ponts avec d'autres établissements médico-sociaux, d'autres établissements sanitaires, des équipes de recherche pour faire évoluer le projet, parce qu'il y a quand même tout un pan partenarial qui sera celui des structures médico-sociales qui vont adresser des usagers. Donc nous, on en connaît déjà beaucoup de par nos métiers, mais effectivement, d'être très en lien avec iMind et le pôle ADIS, ça permet de nous ouvrir aussi beaucoup de portes à d'autres partenaires adresseurs, si on peut dire ça comme ça. C'est clair. Et d'autres partenaires dans ce projet ? Il y a Alter Incube, on l'a cité, et... ou peut-être des besoins, on peut s'exprimer peut-être parce que comme le projet est en pleine évolution. Après, du coup, en termes de partenaires, on a eu tous les partenaires avec qui on a collaboré lors des événements éphémères, du coup, notamment les ESAT ou les entreprises adaptées qui ont pu nous fournir les articles que nous avons vendus. Donc, on a eu... Parce que ça, c'est peut-être un point qu'on n'a pas hyper bien détaillé encore, mais c'est qu'en fait, dans la boutique, à terme, vraiment, on veut que ce soit une boutique handi-responsable ou handi-fabriquée. Donc vraiment, on ne vendra que des produits qui sont fabriqués par des personnes en situation de handicap, soit dans le cadre des AT, d'entreprises adaptées, ou par des entrepreneurs eux-mêmes en situation de handicap. Et donc, effectivement, toutes ces personnes, donc, qui seront quelque part nos fournisseurs,
sont des partenaires. Et donc, on a vraiment déjà pu collaborer avec beaucoup d'entre eux sur toutes les boutiques éphémères. Donc là, on peut peut-être citer les prochains qui vont être sur la prochaine boutique. Donc, il y a Audiora qui fabrique des bijoux auditifs. Il y aura Luigi le maroquinier qui est du coup une personne qui est auto-entrepreneur et qui fabrique des articles de maroquinerie. On aura Cave Noiselle qui est une entreprise adaptée, si je ne dis pas de bêtises, qui fabrique tout un tas de produits à base de noix. Ils ont une gamme énorme. Et du coup, nous, on a fait un petit focus sur des petites noix enrobées de caramel et de chocolat qui sont très très bonnes. On aura les Jardins du Prado qui proposent différents bocaux de légumes, etc. Et les cafés du Mât, du coup, un torréfacteur récent qui fait appel à des ESAT également pour la torréfaction du café. Et donc pendant toute la durée de l'événement éphémère, son café sera vendu sur le lieu de l'événement, donc Tire-toi une bûche, qui est un bar à jeux dans le 6e arrondissement à Lyon. Et donc du coup, toute la durée de l'événement, le café sera également servi à Tire-toi une bûche. C'est ça. Du coup, et on remettra tous les détails et les liens, enfin le lien par rapport à cet événement, notamment les horaires, et, pour que les personnes puissent venir vous voir si elles le souhaitent. Et du coup, pour la partie galerie de l'événement éphémère, on va pouvoir exposer des œuvres réalisées par le dispositif de la ferme du Vinatier, qui du coup permet aux personnes qui sont hospitalisées ou suivies par le centre hospitalier du Vinatier une médiation artistique. Voilà. Et ils ont énormément d'œuvres qui ont été produites par les usagers, donc il y a beaucoup de choses qui pourraient être exposées. Et donc on va commencer par une petite exposition lors de cet événement. Okay. Pour ça, on a travaillé avec Alexia Parisi, qui du coup coordinatrice de la ferme du Vinatier. Alors peut-être que coordinatrice n'est pas son titre exact, et je m'en excuse, mais en tout cas, c'est effectivement elle qui s'occupe de cet espace-là, et du coup, avec qui on était en lien et qui nous a conseillé sur les œuvres d'art, et qui a permis en tout cas de rendre possible de sortir en tout cas les œuvres de la ferme pour pouvoir les exposer à Tire-toi une bûche pour notre événement. D'accord. Est-ce que, alors par rapport à ce projet, nous ce qu'on aime bien c'est souvent révéler les points forts, les clés de succès d'un projet. Est-ce que vous pouvez m'en citer trois points forts de votre projet? Je pense qu'un des premiers points forts, ça peut être l'impact social du projet, qui est vraiment un des points clés. Et à chaque fois qu'on présente le projet, les personnes sont toujours intéressées par ce côté rencontre et faciliter les rencontres entre des gens qui se rencontrent peu habituellement. Ouais. Vous répondez à un vrai besoin. Pour le coup, ça semble un peu bête de le dire, mais c'est clairement... Je pense vraiment, effectivement, qu'il y a un manque à ce moment-là, à ce niveau-là. On se rend compte, même sur un plan juridique, en fait, on a mis le doigt un petit peu dans un élément étonnant où on se rend compte qu'en fait... pour le moment, il n'y a pas tellement de solutions d'emploi pour ces personnes, en fait, même sur un plan juridique. Ouais. Donc, effectivement, ça vient bien montrer que là, il y a quelque chose à faire et que c'est extrêmement important que quelqu'un se saisisse. Donc, je pense que un des premiers points forts, c'est qu'on vient répondre clairement à un besoin ou un manque. Et ça, c'est aussi un point de complexité du projet, notamment. Mais c'est à la fois un point fort et une complexité, t'as raison. Parce qu'au niveau juridique, du coup, actuellement, malgré nos nombreuses recherches, on peine à trouver un moyen pour pouvoir employer ces personnes qui, initialement, sont considérées comme non accessibles à un travail, que ce soit en milieu adapté ou en milieu ordinaire. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve comme solution par rapport à ça ? Alors là, on passe beaucoup de temps avec des avocats spécialisés en droit du travail qui nous donnent des conseils, qui du coup, une porte en ouvre une autre, qui en ouvre une autre. Pour le moment, effectivement, là, on est vraiment en train de creuser, parce qu'il y a la solution de les employer comme des personnes lambda, ce qu'ils sont, mais finalement, comme ça sera des CDD, c'est pas si évident non plus de pouvoir employer... des personnes comme ça sur des temps très courts en fait, donc un peu en format extra, c'est peut-être ce qui va finir par se produire, mais du coup c'est vrai que c'est sans reconnaître du tout leur handicap, alors ce qui est à la fois bien,
parce que finalement, ça montre aussi que c'est possible et que du coup, c'est effectivement des personnes lambda. Et à la fois, c'est complexe parce que malgré tout, ils relèvent du champ du handicap sur le plan juridique et donc du coup, ça nécessite du coup des accompagnements, ça nécessite du coup des frais. Enfin, voilà, il y a quand même derrière une complexité administrative qu'on peut pas nier en fait. Donc voilà, on est en train de chercher des solutions. On en a quelques-unes qui se dessinent, des types de contrats qui pourraient être adaptés, qui sont donc effectivement des contrats qui sont utilisés plus pour faire c'est ce qu'on appelle les extras ou les contrats CDD d'usage en fait. Okay. C'est un petit peu la piste la prioritaire. Parce que ces personnes sont salariées et c'est important pour qu'elles le soient. Oui, exactement. C'est aussi un point clé et un point cœur du projet qu'on puisse valoriser le travail de ces personnes par un salaire, par une rémunération. Tout à fait. Ce qui est en fait là aussi pas totalement le cas. Il y a quelques exemples en fait sur le territoire de... Ça ressemble pas exactement dans la forme aux Iboulab, mais en tout cas ça ressemble dans le fait que c'est des espaces qui permettent d'accompagner des personnes avec un handicap mental assez sévère via le travail. Mais en tout cas les exemples qu'on a en tête et qu'on a rencontrés, pour le moment les personnes ne sont pas salariées, voire en fait utilisent leur AAH pour rémunérer les encadrants. Du coup ça c'est un modèle qui est complexe, qui ne correspond pas totalement. On comprend qu'il y en ait besoin parce qu'actuellement il y a peu de solutions. Voilà, mais c'est vrai que ça ne nous satisfait pas totalement et nous on aimerait pouvoir faire bouger les lignes à ce niveau-là en fait. Parce qu'effectivement un autre petit point un peu technique, c'est qu'à l'heure actuelle, ces personnes ayant une notification de lieu de vie qui sont soit un FAM, soit une masse, ne peuvent pas bénéficier d'une double notification de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, la fameuse RQTH. D'accord. À l'heure actuelle, la MDPH ne propose pas cette double notification, ce qui du coup rend là aussi les choses un peu complexes. On ne peut pas les employer en tant que travailleurs handicapés. Donc voilà, on ne va pas rentrer trop dans ce détail du sujet, mais en tout cas c'est compliqué. C'est pour dire que ça fait une des problématiques du projet. Donc à la fois c'est une belle motivation pour se dire qu'il faut qu'on y arrive et c'est ça, ça justifie vos actions et à la vos recherches pour le coup. Effectivement c'est un peu complexe et donc mais c'est intéressant, ça nous fait apprendre énormément de choses là aussi. Oui c'est ça, là qu'on arrive à partir sur des disciplines très différentes de ce que vous aviez envisagé au départ. Donc c'est bien, après on devient expert dans plein de choses. D'autres points à mettre en avant ou je dirais qu'il y a le côté décloisonnement entre un peu ce milieu soignant et puis l'espace public en fait, et à la fois donc pouvoir faire venir les personnes dans l'espace public et à la fois que les soignants viennent aussi sur le terrain avec les personnes. Enfin, il y a vraiment une idée de mélanger en fait les espaces et de sortir de ce fonctionnement où chacun chez soi Donc ça je pense que c'est aussi un facteur clé qui est vraiment important et qui nous tient vraiment à cœur de pouvoir décloisonner les espaces et changer les pratiques. Et dans cette idée de décloisonnement aussi, il y a l'idée que chaque établissement ou chaque association fonctionne aussi souvent un peu en vase clos et donc c'est aussi de faire des liens entre tous ces partenaires. Parce qu'actuellement, oui, effectivement, chacun fonctionne un peu dans son coin pour accompagner les personnes. Et nous, on aimerait vraiment être un lieu qui regroupe un peu tous ces partenaires sans forcément avoir une étiquette d'une association spécifique. Et ce sera d'autant plus efficace pour les personnes accompagnées que tout le monde puisse échanger et puisse travailler ensemble pour l'accompagnement. C'est chouette. Vos besoins actuels. Nos besoins actuels. Donc, un des premiers besoins, c'est donc qu'on puisse réussir à trouver cette façon de pouvoir salarier les salariés bénéficiaires, qu'on trouve vraiment une solution sur le plan juridique. Je pense que ça, c'est vraiment important. Le second point, c'est de pouvoir trouver un local pour qu'on puisse vraiment s'installer de façon pérenne. Là, effectivement, on a une piste plutôt sérieuse. On espère qu'elle aboutira rapidement. Mais sinon, on est toujours en recherche active d'un lieu. D'accord. Et puis le troisième, sans grande originalité, est de pouvoir trouver des subventions de fonctionnement, puisqu'effectivement, même si on va pouvoir vivre en partie avec l'argent qu'on va pouvoir gagner grâce à notre activité économique, ça ne suffira pas parce qu'on a quand même de nombreux salariés dans la structure et donc ça nécessitera de passer par des subventions de fonctionnement.
ce qui reste pas si simple à trouver à l'heure actuelle. On a réussi à mobiliser quand même déjà des subventions d'émergence ou d'investissement. Et les subventions de fonctionnement, on a quelques pistes, mais voilà, ça reste un point qui est quand même complexe. Donc ça aussi, on a appris à faire, répondre à des appels à projets. C'est une de nos nouvelles compétences. C'est ça. Qui, du coup, est mis à l'œuvre régulièrement. Donc, parce que faut toujours qu'on soit en veille. Et donc, à la fois, c'est intéressant, à la fois, c'est aussi quand même chronophage, malgré tout. Et du coup, un petit peu stressant de ne pas forcément réussir à trouver des pistes de financement un peu plus stables. On pense très sincèrement, d'ailleurs plusieurs financeurs nous ont dit qu'à partir du moment où on aura un local fixe, ça sera plus facile en fait, parce qu'on sera plus crédible, on pourra montrer que notre action a une vraie entité, et donc à partir de là, on pense que ça sera beaucoup plus simple de trouver des subventions de fonctionnement, mais ça reste un challenge malgré tout, partagé par évidemment beaucoup d'autres projets que le nôtre. Très bien. Ben, on vous le souhaite en tout cas. Alors pour conclure, est-ce que chacune vous pouvez me dire un peu ce qui vous fait lever le matin, quelles sont vos ressources, vos inspirations? Qui commence? Ah là là. Pas si simple comme question. Moi, ce qui me ferait lever le matin, je dirais que c'est quand même un peu une volonté de... comment dire, sans rentrer dans un trop gros cliché, mais de fédérer et de dépasser un peu les différences et les limitations de chacun pour qu'on puisse vraiment un peu... qu'il y ait un peu plus de justice sociale, en fait, entre les personnes. J'ai l'impression d'être Miss France en disant ça. Mais c'est quand même un sujet, il me semble, surtout en ces périodes un peu mouvementées sur le plan social. J'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment... on a besoin de se retrouver les uns les autres, d'apprendre un peu plus à communiquer. Et j'ai vraiment un peu la sensation que notre lieu, il pourrait être ça, en fait, un espace d'interaction, d'interrelation, et vraiment, ça pourrait être chouette, quoi. Et je trouve qu'on en a besoin, en fait, de se retrouver et de pouvoir communiquer ensemble de façon un peu plus légère. Voilà. Et Cassandre? Oui, je suis... je vais pas reprendre le discours de Zelda, mais je suis plutôt d'accord. Et effectivement, le Zibou Lab, c'est vraiment aussi personnellement essayer d'avoir... de participer à des missions qui ont du sens et qui aller un peu plus loin que notre travail dans les structures sanitaires ou médico-sociales, où personnellement, moi, le manque... parce que du coup, on est beaucoup plus dans le conseil, dans l'évaluation et dans les préconisations, et finalement, on est peu dans concrètement comment on fait. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de porter avec le Zibou Lab, c'est qu'on s'arrête pas du coup à la rencontre des personnes 2 ou 3 fois dans un bureau, et puis on fait des recommandations et ça s'arrête là. Donc vraiment, oui, plutôt se créer un espace aussi de travail pour nous avec du sens et qui corresponde à nos valeurs et à ce qu'on a envie de porter au quotidien. Ouais, c'est ça, on a envie d'y aller, quoi. On a envie sur le terrain. On a envie de proposer des solutions concrètes aux personnes que vous accompagnez. Puis, vraiment, ça peut être tellement simple et tellement... chouette, quoi. C'est ça, et en plus à la fois on veut que ce soit simple, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est nécessaire, je pense que les choses les plus simples en général ont plus d'impact. Non, moi j'avoue que là mon inspiration un peu du moment, c'est plutôt un groupe de musique qui s'appelle Astéréotypie et qui se définissent comme collectif d'ailleurs de personnes avec un trouble du neurodéveloppement, et notamment c'est des personnes concernées par l'autisme. Et c'est un groupe que je trouve très inspirant. On m'a offert le vinyle pour mon anniversaire et du coup, c'est de la musique qui est animée d'énormément d'émotions, qui fait du bien, qui permet un peu d'extérioriser et à la fois, des fois, extérioriser la colère. Il y a un morceau qui s'appelle Colère qui est très bien. D'accord. Et à la fois, au contraire, des moments où ça donne plein d'espoir. C'est hyper chouette de les entendre s'exprimer et voilà, j'adore. J'aimerais vraiment beaucoup
D'ailleurs, c'était un petit peu mon doux espoir avant de me rendre compte qu'ils étaient aussi connus. C'était de les faire venir au Ziboulab. Mais je ne sais pas si ça va être possible. On aimerait. Ça serait, parce que... Je crois qu'il ne faut pas se donner de limite. Hein. Tout à fait. Parce que du coup, dans le Ziboulab, il y a quand même toute une dimension événementielle dont on n'a pas trop parlé, mais qu'on aimerait mettre en œuvre quand le Ziboulab pérenne sera sur pied. Et du coup, typiquement, pour donner en fait de l'espace à des personnes comme le groupe Astéréotypie. Ce serait merveilleux de les avoir. En tout cas, voilà, c'est quand même une source d'énergie, ce groupe, qui est très inspirante. Eh ben, très bien. On essaiera de trouver une référence pour partager. Et Cassandre, Non, du coup, effectivement, on a discuté un peu ce matin. Moi, je connais moins spécifiquement le groupe Astéréotypie, mais j'ai pu voir qu'il faisait partie je sais pas exactement le terme qui correspond, mais au collectif Le Papotin. Oui. Et du coup, moi, pour le coup, j'ai plutôt suivi les épisodes du Papotin avec leurs interviews audiovisuelles. Et donc, effectivement, je trouve que c'est très inspirant aussi. C'est un projet génial et puis que ça puisse être passé comme ça sur France 2 à un moment de grande audience, je trouve ça vraiment génial. Ouais. Donc, oui, on avance. On sent que les choses évoluent et ça c'est super intéressant. C'est ça. Et c'est pareil, ils pourront prochainement peut-être venir aussi. Si seulement. Ce serait chouette. Allez, on en parle dans un an et puis super, merci beaucoup. Et merci à toi. Et puis une belle réussite, une belle continuation dans le projet. Merci. Merci. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Zelda et Cassandre pour votre engagement dans ce projet. Les éléments pertinents que j'ai retenus. La création d'un espace, d'un support pour favoriser l'interaction. L'utilisation du travail comme d'un médiateur. Proposer des clés de communication pour faciliter les échanges. Permettre le décloisonnement entre le monde des soignants et l'espace public. Le vide juridique qui entoure le projet justifie sa nécessité et son caractère innovant. Savoir s'adapter et faire preuve de souplesse. Ce podcast est en 2 épisodes. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast, vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-6ess.org. À très bientôt.